L'invité de ce dimanche soir, il s'agit d'Henri Guénaud, l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy, ancien commissaire au plan, ancien député. Avec lui, on va bien sûr évoquer cette conférence de presse que vous pourrez suivre demain en direct sur BFM TV. Conférence de presse de François Bayrou sur cette rentrée politique et sociale. Ce sera à partir de 15h sur BFM TV. Bonsoir Henri Guénaud, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, on voit qu'il y a une mise en scène en termes de communication et en termes politiques de cette conférence de presse du Premier ministre. Vous, qu'est-ce que vous en attendez de cette conférence de presse? Mais Elle vous étonne le fait qu'il convoque une conférence de presse? Ce qui m'étonne, c'est cette frénésie de communication là depuis plusieurs semaines, sans qu'au fond rien change dans le message. C'est-à-dire c'est toujours la même chose que ce qui a été annoncé aux alentours du 15 août. Voilà. 15 juillet. Le 15 août, après. Et donc, c'est une espèce de répétition incessante. Alors sur les réseaux sociaux, maintenant dans la conférence de presse, alors on verra peut-être qu'il y aura des nouveautés, soit en pire, soit en moins douloureux. En pire, ce serait quoi? En pire, ce serait par exemple de dire que les jours de carence vont être, une partie des jours de carence va être à la charge des entreprises. Bon, parce que ça accroîtra encore les charges des entreprises. Alors les grandes, elles n'auront pas de problème pour faire face à 2, 3, 4, même 5 jours de carence à leur charge, mais les moyennes et petites entreprises, là je pense que les gens vont disjoncter, quoi. Voilà, le problème, en fait, c'est que François Bayrou s'est enfermé dans une impasse. Alors, c'est toujours la même impasse depuis des décennies. Hein, on fait à peu près la même politique régulièrement depuis le tournant de la rigueur en 83 des socialistes qui ont fait payer toute la charge de la désinflation aux salariés. Depuis, le salariat ne s'en est jamais remis. Hein. Et puis régulièrement... comme on continue toujours pratiquement à faire la même politique, qu'en plus on encaisse des crises qui évidemment coûtent très très cher, on refait une politique qu'on pourrait appeler une politique d'austérité, même si leurs auteurs s'en défendent. Et finalement, d'année en année, de décennie en décennie, on creuse les déficits et on recommence. Et en fait, ces politiques creusent elles-mêmes les déficits. La question des jours fériés, elle est stratégique ou elle est symbolique pour vous? Pour moi, c'est incompréhensible. Voilà. C'est incompréhensible pour des raisons à la fois politique et symbolique. Hein. Symbolique parce qu'on va s'attaquer au 8 mai, on va s'attaquer au lundi de Pâques. Alors en plus, le lundi de Pâques, ça a des conséquences sur un certain nombre d'activités, de collectivités aussi. Moi, je pense à ma ville natale, qui est Arles. Arles, le week-end pascal, c'est le week-end de la feria pascale d'Arles. C'est un moment très très important. D'ailleurs le maire d'Arles a exprimé son mécontentement. Mais il a parfaitement raison. Donc c'est toujours la même histoire. On prend des mesures sans tenir compte des conséquences qu'elles vont avoir en réalité et sur l'économie et sur la société. Bon, alors l'aspect symbolique, il est, je trouve, désastreux. Et d'autre part, économiquement, socialement, ça n'a pas de sens parce que ça veut dire qu'on fait encore payer ceux qui travaillent. Et alors, quand vous dites ça pourrait être en mieux, ce serait quoi en mieux? En mieux, ce serait de dire qu'on abandonne cette approche et qu'on va faire autre chose. Voilà, qu'il y a un certain nombre de mesures. Toutes ces mesures, elles ne vont pas permettre de résoudre la question du déficit. Elles vont pas remettre l'économie française à flot parce que le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il est de l'état désastreux de notre société et de notre économie. Bon. Les finances publiques sont pour l'essentiel une conséquence de l'état désastreux de notre économie et de notre société. Bon, tout ça ne va rien résoudre. C'est pas non plus à la hauteur des déséquilibres des finances publiques, ni des déséquilibres macroéconomiques. En revanche, ça va remettre du désordre dans l'économie et dans la société parce que, une fois de plus, après avoir dit pendant des années que le rabot c'était absurde, on refait du rabot. Vous diriez quoi, François Bayrou, ce soir? Et deuxièmement, on pénalise ceux qui travaillent quand même. Donc, on pénalise tout le monde, en fait. On raquette les retraités. Seulement, les retraités, ce sont ceux qui ont travaillé. Et puis, les retraités de demain, ce sont ceux qui travaillent aujourd'hui. On raquette les malades.
Je reviens au jour de carence, on dit c'est pour combattre la fraude et les abus, mais pour combattre la fraude et les abus, on punit tout le monde, y compris les vrais malades, qui sont quand même la majorité de ceux qui se mettent en congé maladie. Donc voilà, on peut pas raisonner comme ça. Je disais, vous aviez été le conseiller d'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Vous donneriez quoi comme conseil au Premier ministre actuel, François Bayrou? Mais ne jamais faire ça. Ne jamais faire ça. La question, elle est beaucoup plus compliquée, elle prend du temps. C'est de remettre en ordre l'économie et la société. C'est ça qui permettra de la remise en ordre de nos finances publiques. Chaque fois qu'on a fait le contraire, on a remis du désordre dans l'économie de la société et on a fini par remettre du désordre dans les finances publiques. Je vous rappelle pas le plan Juppé en 95, par exemple. Franchement, à quoi doit-on la bureaucratisation de l'hôpital? À quoi doit-on les ARH, hein, dont on a découvert le monstre bureaucratique qu'elles étaient au moment de la pandémie? Tout simplement au plan Juppé, il fallait, soi-disant, pour responsabiliser les médecins qui dépensaient mal, qui ne savaient pas dépenser, il fallait mettre des gestionnaires, des bureaucrates qui leur ont pris le pouvoir et qui ont géré l'hôpital. Et aujourd'hui, on se plaint du coût de la bureaucratie hospitalière. François Bayrou ne semble pas prêt à renoncer à la suppression de jours fériés. Il dit, vous pouvez choisir d'autres jours fériés, peut-être sur les modalités, mais a priori, comme disait d'un autre Premier ministre qui est Alain Juppé, François Bayrou droit dans ses bottes. Ah, mais s'il fait pareil, ça finira de la même façon. C'est-à-dire il finira par être renversé, et puis le désordre dans la société, vous voyez pas monter quand même monter la colère. Qu'est-ce que vous sentez de la société en ce moment? Cette société, elle est à bout. Alors c'est pas la seule société occidentale qui est à bout, hein. Regardez regardez dans quel état est la société américaine, et ce que ça a donné pour l'instant. Bon. Regardez l'état de la société allemande. Sinon, si elle n'était pas à bout, l'AfD ferait pas 20% des voix et on arriverait à faire des vraies majorités. On n'arrive à faire que des coalitions branlantes en Allemagne. Regardez l'état de la société anglaise. Bon, les sociétés occidentales, elles sont à bout. La société française, en particulier. Elle ne peut plus supporter à la fois le désordre dans lequel elle est plongée. Elle ne peut plus payer. Elle ne veut plus. Et obliger cette société, obliger tous les gens à refaire encore des sacrifices, alors qu'ils ont le sentiment justifié que depuis des décennies, ils en font beaucoup, c'est terrible parce que c'est à la fois installer un désordre économique qui va nous coûter très cher, mais un désordre social, mais aussi un désordre politique qui est très très grave. Parce que quand vous dites aux gens qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas à payer, vous devez payer. Quelle est leur réaction? Leur réaction, c'est « Mais pourquoi le voisin, il paie pas à ma place ou pourquoi il paie pas plus ?» Voilà. Et chacun se dit ça. Chacun se dit que c'est l'autre qui devrait payer. Et donc, on développe dans cette société une espèce de réaction du bouc émissaire. Chacun cherche le bouc émissaire. Alors, le bouc émissaire d'insécurité, du chômage, etc., mais aussi le bouc émissaire de celui... Enfin, pour ce qui est de payer, de faire des sacrifices. C'est-à-dire, c'est l'autre qui doit faire des sacrifices. Ce plan, la droite semble en partie prête à le soutenir. Et la droite, elle a toujours soutenu ce genre de plan. Je vous rappelle que Juppé était applaudi debout quand il a annoncé son plan. Il a fallu que Jacques Chirac arrête les frais à la fin de l'année de 95. Sinon, ça n'en finissait plus. Mais les Français étaient dans la rue et la majorité de droite était debout à applaudir Alain Juppé. Bon, résultat, on a réussi à transformer un septennat en semestre. Un septennat en semestre, vous vous rappelez, parce qu'au bout de 6 mois, on ne pouvait plus gouverner. Tellement qu'au bout d'un an, ensuite, il a fallu dissoudre. Bon, et on a mis un désordre dans le système de santé français dont nous payons encore le prix aujourd'hui. Donc, mais la droite, la droite d'aujourd'hui, elle réfléchit plus. Moi, je me souviens aussi des pressions qu'une certaine droite ou une partie de la majorité faisait sur Nicolas Sarkozy, qui n'était pas un adepte des politiques d'austérité. Et puis il y a la pression du système. Vous voyez, c'est quand Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir. Il a voulu, c'était dans son programme, faire la revue générale des politiques publiques, la fameuse RGPP. Non-remplacement d'un fonctionnaire sur Alors, c'était pas ça. La RGPP, c'était d'abord, on va prendre toutes les politiques publiques, on va les analyser et on va faire le tri entre celles qui marchent et celles qui ne marchent pas.
Bon. Et puis, au bout de 15 jours ou de 3 semaines, la pression du système est telle que de la rationalisation, on passe au rationnement et on refait du rabot, comme on fait aujourd'hui. Et quant au 1 sur 2, qu'est-ce que je n'entends pas sur les plateaux à chaque fois que j'ouvre la bouche sur les policiers, les infirmières, les soignants, on me dit, mais c'est vous qui avez fait le 1 sur 2. Henri Guénaud, on accueille Jonathan Boucher-Petersen, éditorialiste politique à Libération. Bonsoir Jonathan, merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour ce duel, ce débat du dimanche soir. 2 opinions tranchées mais argumentées, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Le plan de François Bayrou demain, la grande conférence de presse. Vous avez sûrement entendu Henri Guénaud à l'instant. Il disait c'est un racket des retraités. Vous êtes d'accord avec lui ? Il disait, cette partie-là, j'étais d'accord avec lui. Non, je pense qu'il y aura pas mal de constats sur lesquels on peut tout à fait être d'accord. Qu'est-ce qui vous a marqué ou au contraire sur lequel vous étiez en désaccord ? Je suis un peu moins d'accord sur la lecture sarkozyste qui emprunte encore les propos d'Henri Guénaud aujourd'hui sur le. Non, je pense qu'il y a un constat sur ce que vous disiez sur les sociétés occidentales qui sont fatiguées, qui sont au bout du rouleau, qui sont au bout de course. Ça, je pense que c'est un questionnement qui doit tous nous saisir. Sur le fait que ça peut déboucher sur les 20% de l'AfD en Allemagne, sur Donald Trump aux États-Unis, que ça nourrit aussi beaucoup la montée de l'extrême droite en France et la radicalisation du débat public. Ça, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a une question qui n'a pas été posée, que vous posez moins spontanément que moi, c'est celle de la répartition de la richesse dans ce pays. C'est-à-dire que si on prend les dernières décennies, on sent quand même de la richesse, on en crée. C'est-à-dire que la France n'est pas devenue un pays du tiers-monde, il faut quand même le rappeler. Il y a eu des crises, que ce soit la crise financière sous Nicolas Sarkozy, que ce soit la crise du Covid sous Emmanuel Macron. Ça a coûté beaucoup d'argent et ça pèse évidemment dans le stock de la dette, mais dans la façon dont la richesse est produite et surtout la façon dont la richesse est répartie, si on regarde sur ces dernières décennies, il y a un glissement qui est continu, avec la gauche d'ailleurs au pouvoir, comme avec la droite. Et il y a quand même cette idée de toujours les mêmes qui payent. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut tout à fait faire accord. Après, chacun a sa lecture. Mais de dire qu'à la fin, on en vient toujours à taper sur les salariés, virgule à taper sur les chômeurs. On l'entend dans le plan de François Bayrou. On l'a constaté dans la politique d'Emmanuel Macron depuis son élection. Et pareil, il y a un autre élément sur lequel je suis d'accord, c'est la colère, en fait. La colère qui est une colère démocratique, une colère sociale, une colère où on a le sentiment que voilà, un petit groupe avance sans se préoccuper de ce qu'est le réel, sans se préoccuper de ce que dit le pays. C'est vrai après les dernières élections législatives, c'est vrai après les derniers grands mouvements sociaux que ce pays a connus. Et là, on a l'impression que François Bayrou, voilà, il avance tout seul, il discute pas avec les syndicats, il n'a pas de légitimité à l'Assemblée, son gouvernement est sûrement le moins légitime de la Ve République et il présente le plan le plus violent de la Ve République. Il y a forcément quelque chose qui bloque. En revanche, vous dites une meilleure répartition, ça veut dire vous trouvez que dans ce plan, il devrait y avoir une contribution supplémentaire des entreprises ? François Bayrou, c'est pas toujours son fort, mais il a été précis sur un certain nombre de points quand il s'est exprimé à la mi-juillet. Il y a 2 sujets sur lesquels il a été totalement flou, c'est la contribution des plus grands patrimoines, des plus grandes entreprises, et pas dans une logique anti-riche ou voilà, c'est pas un réflexe primaire. C'est simplement que si on veut entraîner le pays, il faut être capable de montrer que tout le monde contribue de façon un peu égalitaire. C'est-à-dire que si on laisse s'installer l'idée que ce sont toujours les mêmes qui payent, ces gens-là sont beaucoup plus nombreux et ces gens-là sont déjà en colère, donc ça bloque. Et François Bayrou, je pense qu'il y a un problème de cette façon de vouloir prendre le pays à témoin. C'est ce qu'il dit, je crois, dans une interview dans Le Parisien qui va paraître. C'est l'exercice, moment de vérité, qu'il a tenté de faire mi-juillet. Le problème, c'est que s'il regarde la façon dont ça a infusé chez les Français, ça a plutôt nourri la colère que suscité de l'adhésion. Il faut prendre davantage aux entreprises ? Alors, non, pas aux entreprises, mais d'abord, moi, je voudrais faire la distinction entre le débat légitime sur la justice fiscale et sur la répartition des richesses, et puis le débat dans lequel on nous a enfermés aujourd'hui, qui est celui des déficits publics, de la dette et des sacrifices à faire. Alors, pour ce qui est du plan le plus violent, c'est peut-être pas le plus violent quand même. Le plus violent, c'était le tournant de la rigueur en 83. Il était violent à la fois sur c'était la gauche, hein, mais je constate quand même que il était violent politiquement parce que c'était le contraire de ce que la gauche avait promis, et surtout ça a désigné les salariés comme les responsables de l'inflation, et donc on a été d'ailleurs le seul pays à ma connaissance à avoir essayé de réduire l'inflation en bloquant les salaires. Bon. Tous les pays ont réussi en même temps à peu près à faire baisser le taux d'inflation, et nous on est le seul qui a fait. On reste dans cette idéologie-là, c'est-à-dire quand on dit que les salaires ne payent pas assez, on nous explique attention au choc inflationniste. À chaque fois qu'il y a une période de négociation autour de ça, on nous dit le seul truc qui peut pas augmenter, c'est les salaires dans ce pays. Alors on se retrouve aujourd'hui avec 2 problèmes au-delà, encore une fois, de la question de la justice fiscale qui se pose de toute façon, qu'il y ait des déficits, de la dette ou qu'il n'y en ait pas. Moi, ce que je récuse, c'est l'idée qu'il va falloir imposer à une société en général qui est toute catégorie confondue, sauf effectivement ceux
ceux qui non seulement paient peut-être moins d'impôts, mais peuvent échapper à l'impôt compte tenu de leur situation, de leur capacité à utiliser l'optimisation fiscale, de l'implantation de leurs actifs de façon internationale. Indépendamment de cette question de la répartition des revenus et des inégalités qui se sont creusées dans le monde entier au point d'être revenus à peu près aux inégalités de la révolution industrielle, hein, c'est quand même extraordinaire. Au-delà de ça, il y a le problème de la politique macroéconomique et les erreurs que nous avons faites depuis des décennies nous conduisent à deux choses. Un retard salarial considérable, et qui pèse aussi sur l'économie, qui pèse sur, d'ailleurs on voit bien, hein, l'obsession du pouvoir d'achat, elle n'est pas, c'est pas un fantasme, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Bon, donc le retard des salaires et le retard d'investissement. Parmi les économistes, ça peut sembler symbolique, mais le Premier ministre dit « Je vais confier une mission à un ancien député, René Dosière, pour éventuellement identifier les avantages indus, excessifs, inacceptables dont les responsables politiques ou parlementaires bénéficient et les supprimer, le cas échéant. » Pédagogie ou démagogie ? Je pense un peu des deux. En tout cas, enfin, chacun est lucide, je pense, sur le fait qu'au regard des enjeux financiers, c'est un détail. En revanche, au regard de l'équation politique, voilà, ça mange pas de pain d'une certaine manière. René Dosière a toujours fait un travail intéressant sur la transparence. En revanche, c'est intéressant de voir quelqu'un qui défend le cumul des mandats de façon un peu anachronique, tout d'un coup expliquer que il faut faire le ménage. Je pense qu'on met honnêtement, enfin, ça mange pas de pain si personne est pour les privilèges indus. En revanche, il y a déjà eu un écrêtement d'un certain nombre de rémunération chez les élus. Je pense qu'il y a quelque chose aussi d'un tout petit peu poujado démagogique qui fait pas honneur au débat, qui est quand même d'une autre ampleur. Il n'y a rien à supprimer chez les élus ? Si, il y a toujours à supprimer. Il y a toujours à supprimer, mais il va y avoir un moment où le taux de sélectivité des élus va tellement s'être effondré qu'il ne faudra pas se plaindre de la qualité du personnel politique. Mais je laisse ça de côté. Je suis d'accord, moi je trouve ça très malsain. Alors qu'il y ait des problèmes, on peut les traiter, on peut les regarder. Mais voyez, on est exactement dans cette logique du bouc émissaire dont je parlais tout à l'heure. On cherche sur qui on pourrait faire reporter la faute et détourner la colère du peuple. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, ce sont les élus. Bon, ce qui est quand même, je trouve effectivement, compte tenu du fait que François Bayrou est un élu très symbolique, qui a cumulé tous les mandats, je ne lui reproche pas, mais c'est quand même, je trouve ça quand même étrange. Et si vous voulez, après ça, c'est quoi ? Après ça, c'est les fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires, ils sont privilégiés. Après, c'est les retraités. Après, ce sont les malades qui sont en réalité définis. Après, ce sont les chômeurs. Après, voilà, on va continuer longtemps comme ça. Cette société, elle crève du bouc émissaire. Elle crève de ses divisions. Désigner des boucs émissaires, quels qu'ils soient, aujourd'hui, que ça soit salaud de pauvres, salaud de riches, salaud d'élus, salaud de fonctionnaires, salaud... Voilà. Le pire étant l'État qui apparaît aujourd'hui comme un bouc émissaire fantastique, comme si l'État, ça n'était pas nous, comme si en déremboursant les médicaments, on ne pénalisait pas les Français, plutôt qu'une espèce de... Donc on voit que les Français, un sondage de nos confrères du Parisien montre qu'ils sont formellement opposés à un certain nombre de mesures, dont l'une d'entre elles que vous allez découvrir dans un instant. Sondage extrêmement clivé, on le voit, mais extrêmement important, notamment la suppression des 2 jours fériés. 84% des Français qui y sont opposés. Alors on sait que plusieurs responsables politiques appellent à un grand mouvement le 10 septembre prochain. Le mouvement, ça s'appelle Bloquons tout. Dans un instant, on pourra entendre d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon qui en a parlé. Tout bloquer le 10 septembre, c'est la solution, Jonathan Bouteiller-Petersen. Ça va marcher ? Il va réussir son coup, Mélenchon ? C'est pas le coup de Mélenchon. Je pense que il y a un enjeu de pédagogie là-dessus. Il y a une opportunité sur laquelle Mélenchon embraye et on peut pas lui jeter la pierre. Ça fait partie de sa stratégie d'avoir la rue, l'Assemblée, d'essayer de peser des deux côtés. Le même Jean-Luc Mélenchon, dont le groupe va déposer une motion de censure dès le 23 septembre avec la rentrée parlementaire. Non, c'est une initiative. Alors le 10 septembre, le Bloquons tout le 10 septembre, c'est né sur les réseaux sociaux, sur des réseaux et des chaînes Telegram, comptes TikTok qui sont assez loin de la France insoumise. C'est plutôt la droite ultralibérale, voire la droite identitaire et l'extrême droite qui avait lancé ce mouvement-là. Il se trouve que ça a fait tache d'huile et qu'il a un peu évolué dans le périmètre des gens qui le mobilisent ou des gens qui se reconnaissent dans cette date, les revendications aussi, c'est-à-dire que ça s'est beaucoup plus connecté avec le plan Bayrou. Il y a cette question du référendum
référendum d'initiative citoyenne qui était très présent chez les Gilets jaunes et qui pose la question démocratique, la capacité à prendre la parole dans le débat public. Donc voilà, pour le gouvernement, c'est quand même un vrai sujet parce que ces petites graines qui montent de façon spontanée, ça rappelle évidemment les Gilets jaunes, même si il faudrait être, j'allais dire, vraiment très aventureux pour savoir ce que ça va donner. Mélenchon, il embraye. Juste d'un mot, il appelle les syndicats à choisir cette date pour appeler à la grève générale. Il se trouve qu'il y a un préavis qui est déposé par Force ouvrière, qui est la troisième force syndicale du pays à partir du 1er septembre. Les taxis qui ont déjà prévu de se mobiliser le 5 septembre. Voilà, je pense qu'il ne faut pas totémiser totalement cette date du 10 septembre, mais qu'il y ait des colères, et j'entendais Henri Guénaud le reconnaître, voilà, qu'il y a une colère qu'on ne peut pas ne pas sentir dans ce pays. Je disais au début qu'elle est à la fois démocratique parce que la séquence législative, dans une grande part du champ politique et des électeurs, n'a pas été digérée. Elle est sociale de façon plus durable et structurelle. La grève générale, c'est possible, comme le dit Jonathan Boucher-Peterson. C'est souhaitable ou pas? Alors, d'abord, ça ne se décrète pas, les grèves générales. Ça naît dans un mouvement qui est quasi spontané. Quand les ouvriers ont occupé toutes les usines au début du Front populaire, en fait, personne ne les avait organisées, même si les syndicats, la CGT en particulier, poussaient dans ce sens. Je crois que ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon n'est pas une très bonne idée, du point de vue, en tout cas, du mouvement en question. Plus les partis veulent prendre la main sur ce genre de mouvement, et moins ce genre de mouvement a de chances de percer et de s'installer. Mais ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est plutôt la réaction de François Bayrou. J'ai lu dans un journal ce matin des confidences faites à la presse, où il dit je ne comprends pas que, compte tenu de la situation de la France, à un plan comme celui-là, on puisse dire non. Voilà. Mais il oublie une chose, c'est que le non, c'est la seule chose dont dispose le peuple, c'est le seul moyen dont dispose le peuple pour exprimer sa liberté. Surtout quand son vote est nié. La liberté d'un peuple, c'est d'abord de pouvoir dire non. La souveraineté du peuple, c'est sa capacité ultime à dire non. De ce non peut naître un oui, mais c'est quand même le non qui est le plus important. C'est pas dans la rue, c'est pas dans les réunions publiques que va naître spontanément de la foule une politique économique. Donc la seule chose que peut faire un peuple, c'est quand on lui en propose une sans d'ailleurs avoir associé qui que ce soit, c'est de dire non, c'est de commencer par dire non. Sur ce non, après, on peut construire quelque chose. Et donc je suis étonné par cette espèce de méconnaissance au fond des mécanismes profonds qui régissent les sociétés. Ce qu'on voit à nouveau, c'est que se pose la question d'une motion de censure et que c'est une nouvelle fois probablement le Rassemblement national qui détient la clé. Voteront-ils ou non cette motion de censure? C'est le Rassemblement national qui détient les clés. Alors, le Rassemblement national est aujourd'hui l'arbitre de la vie politique française. C'est pas le Rassemblement national qui détient la clé. Ce sont les électeurs du Rassemblement national, le socle électoral du Rassemblement national qui détient la clé. Parce que quelle que soit la volonté du Rassemblement national, la tactique du Rassemblement national... Et François Bayrou est dans les mains du Rassemblement national? Non, il est dans les mains du socle électoral du Rassemblement national, ce qui n'est pas la même chose. Parce que le socle électoral du Rassemblement national, c'est pas un socle ni de droite ni de gauche, mais c'est un socle pour lequel la question sociale est une question majeure. Et donc le Rassemblement national, à la fin, le parti, les députés, feront ce que leur socle électoral leur demandera de faire, et ils ne pourront pas faire autrement. Je vous vois un peu plus en désaccord. Il est quand même dans les mains du Rassemblement national. Oui, mais je pense que c'est important. C'est vrai qu'il y a une nuance entre l'appareil du Rassemblement national aujourd'hui, notamment l'appareil de type Jordan Bardella, qui est plutôt dans une logique, aucune offense pour les cravates, mais c'est plutôt la tactique de la cravate et des clins d'œil à la droite dure. La cravate, on peut la mettre sans être. On peut la mettre sur ça. Je voulais surtout pas que vous vous sentiez visé. Moi, je l'ai pas mise, mais bon. Non, c'est plus le fait que dans l'électorat du Rassemblement national, il y a une volonté quand même anti-système qui reste très très forte. C'est-à-dire qu'une figure comme François Bayrou, c'est à peu près tout ce qu'ils détestent. Emmanuel Macron, c'est pas non plus ce qu'ils aiment. Donc je pense l'idée à un moment d'appuyer sur le bouton quand même. Donc je pense qu'il y a évidemment cette équation qui va jouer. Visiblement, le Rassemblement national essaye de négocier sur les deux jours fériés qui seraient supprimés. Ça a l'air d'être un peu leur chiffon rouge, tout en se posant comme les défenseurs des retraités. Ça boucle avec ce que je disais sur la tentation de capter l'électorat à droite. Je voulais juste rebondir un tout petit peu parce que je trouve que c'était intéressant l'idée des boucs émissaires. C'est-à-dire quand vous faites votre liste de boucs émissaires, effectivement, on entend toujours. Elle n'était pas exhaustive. Elle n'était pas totalement exhaustive, mais en fait, je pense que la volonté d'entraîner le pays en disant
il y a un effort à faire. Ça, on peut l'entendre de la part d'un responsable politique, d'un responsable public. Mais ça se construit. Et en fait, c'est pour ça que je pense que cette obsession à vouloir, et ça c'est le macronisme depuis 2017, à vouloir épargner un certain nombre de catégories de la population et de taper de façon de plus en plus dure sur d'autres, ça ne passe plus. L'idée, c'est pas, encore une fois, d'être dans une politique anti-riche, mais simplement de dire tout le monde a profité des aides du Covid sans distinction à l'époque. Que ce soit une petite entreprise ou des très grandes entreprises. Le CICE, de la même façon. Ça a touché un certain nombre d'entreprises qui n'en avaient pas besoin. Henri Guénaud dit aussi, si on est dans cette situation, c'est aussi à cause de la gauche depuis 30 ans. Oui, mais ça c'est normal. S'il disait pas ça, non, je disais que c'était le plan le plus dur. Je dis pas que j'ai cité le plan Juppé qui n'était pas un plan de. Non, mais la bascule dans la politique de l'offre, hein. Voilà. Évidemment, des années de François Hollande, qui a été sanctionné très durement par son camp, et dont l'ensemble de la gauche cherche à se distancier depuis cette période. Mais voilà, l'idée qu'il faut que chacun contribue à hauteur de ses moyens. C'est pas grave de demander des efforts à tout le monde. Mais quand on a l'impression de demander des efforts toujours aux mêmes et souvent aux plus faibles, c'est normal que dans un pays un tout petit peu frondeur comme la France, ça ne passe pas. Non, mais c'est ce qui est pas. Enfin, moi, ce que je récuse, c'est la nécessité de demander sans arrêt aux gens en général, aux Français, à certaines catégories, mais même à toutes les catégories. On n'a jamais demandé d'efforts, des sacrifices. La fiscalité des entreprises versus les aides versées aux entreprises. On verse des centaines de milliards d'argent public. C'est une réalité. Pour accompagner un certain nombre d'entreprises, et c'est parfois bien légitime. À l'inverse, la fiscalité des entreprises, depuis les années François Hollande, n'a fait que décroître. Je rappelle par ailleurs que ce qu'on disait au tout début, la répartition de la richesse n'a fait que basculer dans un sens plutôt que dans l'autre. Que les salaires n'ont pas profité de la richesse créée. Au bout d'un moment, ça crée des équations qui ne sont pas tenables. Non, mais le problème des salaires, c'est à la fois on peut le poser en termes de justice sociale ou d'idéologie. Hein, mais moi, je trouve c'est d'abord une faute macroéconomique et c'est une contradiction majeure. On peut pas dire sans arrêt il faut revaloriser le travail. Il faut réhabiliter le travail, taper sur ceux qui ont travaillé, taper sur ceux qui travaillent, taper sur les salariés. Enfin, les jours de carence, ça ne touche que les salariés. Et taper sur les entreprises, il faut ? Mais non, il faut pas taper. Moi, je ne dis pas taper sur les entreprises. Moi, je ne veux pas taper sur les entreprises. Je pense que c'est pas le sujet. Je pense qu'il faut d'abord avoir une politique macroéconomique. Taxer les dividendes, ça, je pense que ça vous parle. Ça parle jusqu'au MoDem, qui est le camp de François Bayrou, qui a eu des initiatives dans ce sens plusieurs fois à l'Assemblée nationale. On peut taper sur les dividendes, on peut taper sur les profits. Je suis plus intéressé par la question de la fiscalité qui vient entraver l'investissement. Je pense qu'on a un grand retard d'investissement et qu'il faut donc que nous revoyions aussi, indépendamment de la question de la justice fiscale, notre politique fiscale au regard de la nécessité de rattraper notre retard d'investissement. Alors c'est vrai pour l'investissement privé, c'est vrai pour l'investissement public, c'est vrai pour l'investissement immatériel, je veux dire l'éducation, la recherche, c'est vrai pour l'investissement organisationnel. Voilà, mais cette question de l'investissement, elle doit être absolument centrale et obsédante. Et deuxièmement, la question de la rémunération du travail, elle doit être aussi obsédante. Et on va pas régler ce problème simplement en tapant sur les chômeurs pour qu'ils retrouvent du travail parce que sinon ils meurent de faim. Je trouve que on prend le problème totalement à l'envers. Encore une fois, réfléchissons à ce qui met du désordre dans l'économie et dans la société. Essayons de construire une politique pour répondre à cette question. Et à ce moment-là, on pourra critiquer cette politique, mais au moins on aura une politique économique et une politique sociale. Quand on parle des salaires, par exemple, je fais la comparaison entre ce qui s'est passé en 83 et le plan Barre. Moi, je suis pas un admirateur, inconditionnel de Raymond Barre. Mais Raymond Barre, quand il arrive, il fait un diagnostic macroéconomique. Et ce diagnostic est juste, c'est-à-dire que à ce moment-là, la déformation du partage de la valeur ajoutée entre les profits et les salaires s'est faite au détriment des profits à tel point que ça bloque l'investissement. Bon, à ce moment-là, il fait une politique macroéconomique qu'on peut approuver ou désapprouver, mais elle a sa cohérence et sa logique. Depuis, on n'a plus aucune politique macroéconomique qui a une cohérence et une logique dont on peut discuter. On n'a plus que des politiques comptables. Dans ceux qu'on a vu effectivement monter, on le disait au front, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y en a un en face qui lui a répondu, c'est Bruno Retailleau. C'est le match un petit peu de cette fin de week-end. Écoutez ce que disait Bruno Retailleau sur Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire que les Insoumis, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon a quitté l'arc républicain. La République, ça n'est pas ça. La République, ça n'est pas vouloir le désordre. La République, c'est l'ordre républicain. C'est l'ordre républicain qui protège la liberté.
parce que quand il y a le désordre, il n'y a plus de liberté d'aller et de venir. C'est aussi l'ordre républicain qui protège l'égalité, parce que quand il y a le désordre, c'est plus l'égalité, c'est l'inégalité, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et là encore, c'est la fraternité, ça n'est pas non plus le désordre. Donc je constate que M. Mélenchon est en train de sortir de ce champ républicain. Et je voudrais lui dire que les plus modestes, les plus vulnérables sont toujours les plus touchés par les désordres. Voilà, Bruno Retailleau au micro de Lola il évoquait les débordements qui avaient lieu en marge du festival qui avait lieu à Aurillac. Allez-y. Le droit de grève existe toujours, parce que j'ai une interrogation en entendant Bruno Retailleau, c'est-à-dire si on prend les propos, là, en l'occurrence ceux de Jean-Luc Mélenchon, il incite les syndicats. Mais là, il parlait aussi plus largement, il ciblait la France Insoumise, vous savez, ce qui s'est passé notamment à Aurillac, les débordements qui ont eu lieu après. Jean-Luc Mélenchon. Mais quand on entend le désordre bien sûr. On sent quand même qu'il y a une difficulté pour cette droite-là à simplement accepter qu'il y ait un rapport de force, à un certain moment social, dans la rue. Comme à l'Assemblée, globalement, le rapport de force est assez stérile et qu'on n'arrive pas, de toute façon, à pousser grand-chose avant de se prendre un 49-3 dans les dents. Mais les filles, c'est pas le désordre ? Non, je crois pas que ce soit ça. Non, c'est le rapport de force, clairement. C'est peut-être une source de désordre par moment, mais je crois pas que Jean-Luc Mélenchon soit à la recherche du désordre comme un objectif. Ça peut être un outil, un moment, mais je crois que son objectif, c'est la conquête du pouvoir. Alors, moi, je ne me prononce pas sur ce que cherche Jean-Luc Mélenchon. Je veux simplement répondre à ce qui, dans le propos de Bruno Retailleau, porte sur le fameux 10 septembre, sur l'éventualité de grève générale, de blocage, etc. Alors, dans l'ordre républicain, il y a le droit de grève, il y a la liberté de protester, il y a la liberté de manifester, et ça, ce sont des droits imprescriptibles. Voilà, imprescriptibles, ça fait partie de l'ordre républicain. Après, les black blocs, tout ça, c'est un autre problème. C'est un problème d'ordre public. Ça, c'est condamnable, ça doit être condamné. C'est un problème pour le mouvement social, d'ailleurs. Mais absolument, c'est un problème, mais pour tout le monde, et pour la République aussi, c'est-à-dire pour cet ordre républicain dont je parle. Voilà. Et comment dire, si vous voulez, c'est extraordinaire, quoi. Cette position, elle est absolument intenable. Pour que l'ordre républicain soit respecté, pour que les gens n'aient pas envie de descendre dans la rue, pour que quand ils descendent dans la rue, ils n'aient pas un jour envie de tout casser. Il faut que lorsqu'on élabore une politique, lorsqu'on veut la mettre en œuvre, on tienne compte de cette chose absolument essentielle, qui est préserver la légitimité du pouvoir politique à décider, et donc ne jamais violer le consentement. Je ne parle pas de la recherche du consensus ou de l'adhésion, mais du consentement. Gouverner contre le consentement des gens dans n'importe quel régime, et en particulier dans une démocratie ou dans un régime républicain, mais c'est vrai dans tous les régimes, c'est prendre le risque de la violence en réponse au fait qu'on a violé le consentement des gens. Je précise que ce soit les présidents de droite ou les présidents de gauche ou les présidents gaullistes depuis le début de la Ve République. Tous, quand ils ont senti que le consentement était menacé, ils ont fait marche arrière. De Gaulle, en 63, il y a la grève des mineurs. Bon, Nicolas Sarkozy 63, 1963. Non, mais pour Nicolas Sarkozy, à quel moment, par exemple, pour Nicolas Sarkozy? Attendez, vous avez fait un peu possible. Jacques Chirac, on voit. Voilà. Jacques Chirac. 1963, la grève des mineurs. Le gouvernement décrète la réquisition des mineurs. C'est dans la loi, il peut le faire. Ça ne fonctionne pas et la grève s'étend. Eh bien, le gouvernement et le président de la République décident de retirer parce qu'ils sentent que c'est pas possible. François Mitterrand avec l'école libre, Jacques Chirac en 95 finit par faire rentrer Juppé dans le rang parce que ça n'en finissait plus. Ou avec le CPE, quand il vient dire, écoutez, la loi, elle sera, puisqu'elle a été votée, je vais la promulguer, mais elle sera pas appliquée. Bon, tout le monde l'a fait. Ça fait un petit moment que ça n'arrive plus. Enfin, juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est parce que vous disiez négation de la démocratie et importance du consentement. Mais en fait, c'est négation de la démocratie élective, telle qu'on la voit. Ça, je vous ai entendu sur plusieurs plateaux après les dernières législatives. Vous inquiétez en tout cas des choix qui étaient faits par Emmanuel Macron. Négation de la démocratie sociale, qui a quand même été très très abîmée depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, même s'il y a eu des tentatives, vu la faiblesse politique du pouvoir, d'essayer de retrouver des interlocuteurs, notamment du côté de la CFDT. Mais voilà, tout ça, c'est quand même inquiétant parce que on finit par résumer les mouvements sociaux au Black Bloc. Mais je pense que ce que dit Henri Guénaud, avec lequel moi je suis tout à fait d'accord, c'est que parfois la source du désordre,
Elle vient d'en haut. Est-ce que Nicolas Sarkozy, on en parlait, Oui, part de responsabilité là-dedans ou pas? Alors, pardon. Part de responsabilité dans cette. Je pense que alors ça a été, il y a eu plusieurs Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives de Nicolas Sarkozy assez efficaces de trouver des interlocuteurs du côté de la démocratie sociale. Il y a aussi le Nicolas Sarkozy un peu rouleau compresseur qui s'embarrasse pas tellement de savoir si tout le monde est d'accord. Mais je pense que Emmanuel Macron, c'est bien pire que Nicolas Sarkozy. C'est le consentement. Oui, pas tout le monde. Tout le monde soit d'accord. Dans une démocratie, tout le monde. En tout cas, il y avait une capacité un peu. C'était déjà quelqu'un qui poussait un peu le bouchon. Je pense qu'on a régressé de façon historique avec Emmanuel Macron. On voit qu'il y a une mesure qui a fait... Mais juste une remarque sur Nicolas Sarkozy. Moi, je prends cet exemple qui est celui de la réforme des retraites sous Nicolas Sarkozy. Il avait promis qu'il la ferait pas. Il y a la crise. Bon, il cède à la pression de sa majorité et d'un certain tas de gens qui disent oui, mais il y a un déficit, il faut le régler. La pression de la majorité, c'était pour qu'on aille directement à 65 ans. Et que dit Nicolas Sarkozy? Alors, il ne le dit pas publiquement, mais je peux en témoigner. Il dit non, à 62 ans, ça va être déjà très dur. J'avais dit que je le ferais pas. À 65 ans, ça ne peut pas passer. Il s'en tient à 62 ans. Il y a le mouvement social est assez dur, mais le mouvement social ne dépasse jamais les limites du consentement et il y veillera tous les jours. Il entretiendra le dialogue avec tous les responsables syndicaux. Oui. Et voilà, ça c'est une bonne façon de gouverner, quelle que soit l'idéologie et les politiques qu'on met en œuvre. Si vous voulez, mais pour ça, il faut avoir conscience de la responsabilité de l'homme d'État qui est à la tête de l'État ou du gouvernement. Donc on parlait de cette mobilisation. Jean-Luc Mélenchon, c'est un atout ou un handicap pour le 10 septembre? Alors, je pense qu'il ne faut pas surestimer ce qu'aurait été le 10 septembre si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas mis ce sujet sur la table comme étant un sujet majeur et un rendez-vous potentiellement qui déborde. Je suis d'accord sur le fait que ça affaiblit la dimension initiative citoyenne qui s'auto-organise. En même temps, ça permet aux partis politiques de se poser en tout cas comme des accompagnateurs, récupérateurs. Chacun aura sa lecture. Il y a des nuances dans les façons de se positionner, mais je pense que c'est important que le 10 septembre ne soit pas une fin en soi. On entend chez les syndicats ce mot d'ordre de dire l'heure est à la mobilisation. Chez les syndicats, pareil, il y a une forme de regard un peu circonspect vers cet objet qui est pour l'instant un peu gazeux et protéiforme, mais en même temps, il y a dans les fédérations, notamment la fédération CGT du commerce, dans chez Sudrail, l'envie de vouloir embrayer sur ce moment-là. Moi, je pense que ça aurait affaibli les gilets jaunes que les politiques soient en première ligne dès le départ. Là, je pense que les tentatives de résurgence des gilets jaunes n'ont pas vraiment fonctionné et qu'il est temps plutôt de retrouver le match retour de la réforme des retraites que le revival des gilets jaunes. Ça peut marcher? Pour François Bayrou? Ouais. Non. Mais même ses proches n'y croient pas. Donc après, la question, c'est comment est-ce qu'il habille tout ça? Est-ce qu'il habille tout ça comme un baroud d'honneur de l'homme qui aura dit la vérité aux Français et qui s'en ira avec son honneur et ses convictions, mais bon, on n'aura pas avancé beaucoup? Est-ce que ce sera l'homme qui finira par demander qu'il y ait des ordonnances pour le budget avant de se faire censurer? Est-ce que, c'est juste qu'en l'état, il n'a pas de majorité, il n'a pas d'adhésion du pays, donc c'est quand même compliqué d'avancer comme ça. Hein. Impossible de passer? Je pense que c'est impossible de passer et que si on passait en force en utilisant tous les mécanismes du parlementarisme rationalisé de la Ve République, si il arrivait à passer grâce aux arrière-pensées d'un certain nombre de partis ou de leaders politiques, de toute façon ce serait une catastrophe parce que le pays n'en veut pas. Et c'est pas une mesure dont il ne veut pas, c'est à peu près la totalité des mesures qui sont proposées. On n'en a pas tenu compte au moment de la réforme des retraites. Il y avait 75% dans toutes les enquêtes, au moins, de gens qui étaient contre. C'était pas la droite contre la gauche, hein, c'est 75%. Bon, moi le premier d'ailleurs. Mais pour un tas de raisons, parce que cette réforme était considérée comme injuste, parce que toutes les réformes d'âge sont des réformes injustes. Bon. Et au lieu les responsables politiques, au lieu d'en tirer les conséquences, et le président de la République en particulier, au lieu de venir devant les Français en disant « je vois bien que ça divise, donc c'est vous qui allez trancher et on va faire un référendum », quitte à le perdre, bon, il a dit on est passé en force à tel point que c'est une réforme avec 75% d'opposition dans le pays qui est passée sans avoir été votée une seule fois à l'Assemblée nationale. Bon, il y a quelque chose qui va pas ni pour la démocratie représentative, ni pour la démocratie directe. Voilà. Et donc,
que là, on en rajoute une couche. Et effectivement, il y aura peut-être le match retour. Je ne sais pas si ce sera le 10 septembre. Moi, je ne fais pas de pronostic parce que je pense que là, c'est vraiment imprévisible. Mais il y aura le match retour parce que le pays a une revanche à prendre, enfin, en tout cas dans ses profondeurs, contre ce plan qui est la suite de la négation une forme de négation de l'état de la société française, de son état à la fois économique, mental, psychologique, politique, et enfin social, quoi. Et en plus, ça repose, quand vous dites, son credo, c'est je dis la vérité. Et non, le problème, c'est que c'est pas la vérité. Alors, je sais bien que la vérité, c'est un problème philosophique extraordinairement difficile à régler, mais il n'empêche que quand on dit les Français travaillent moins que les Allemands, c'est pas vrai. Les Français en emploi travaillent plus que les Allemands. Quand on parle des arrêts maladie, il y en a moins maintenant qu'en Allemagne. Enfin, tout est un mensonge. Et quand on dit aux retraités, pour un an, on va vous désindexer, ils savent quand même que ça va durer longtemps.